Madame, Monsieur, bonsoir. La Côte d'Ivoire abritera un événement de grande envergure du 9 au 20 mai prochain, la COP 15, 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Ça va être la plus grande conférence jamais organisée en Côte d'Ivoire par les Nations Unies dans le domaine de la gestion durable des zones arides et la protection de l'environnement, des écosystèmes fragiles. 197 pays seront présents, des pays signataires de la Convention. Entre 5 000 et 10 000 participants attendus. Le choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Quels vont être les enjeux et les retombées pour la Côte d'Ivoire ? Quelle sera la stratégie pour la restauration des terres dégradées? Et ça fait l'actualité. L'objectif sera de léguer un héritage pratique pour promouvoir la gestion durable des terres en Côte d'Ivoire et anticiper sur les effets de la déforestation. Nous avons un élément de reportage et c'est signé Astou Touré et Sophia Tidiane. Du 9 au 20 mai 2022, la Côte d'Ivoire accueillera la COP 15 avec la participation d'environ 5000 personnes. Une visite également est prévue dans les villes du pays afin de mieux apprécier de façon pratique les problèmes de dégradation tels que présentés par la Côte d'Ivoire. La désertification désigne globalement toutes les terres dégradées. En effet, les experts confirment un niveau critique de dégradation des terres et des forêts avec environ 60% du couvert végétal ivoirien concerné par ce fléau. De 16 millions, la superficie résiduelle actuelle de forêt en Côte d'Ivoire est d'environ 3 millions d'hectares, avec un rythme de disparition supérieur à 200 000 hectares par an. Cependant, le lancement de cette initiative considérée comme l'héritage politique de l'organisation de la COP 15 restera la mise en place d'outils et d'évaluation de la mise en œuvre qui réunira les Nations Unies ainsi que les autres partenaires techniques et financiers pertinents. Pour reconstituer son couvert forestier et restaurer ses fonctions écologiques, la Côte d'Ivoire a entrepris plusieurs réformes, au nombre desquelles la création d'une brigade spéciale de surveillance et d'intervention. Rappelons que la COP 14 s'est tenue du 2 au 13 septembre 2019 à New Delhi en Inde. Elle rassemblait plus de 100 ministres et plus de 3000 délégués de 196 pays. Professeur Alla Delandré, bonsoir professeur. Bonsoir Madame Touré. Vous êtes expert en désertification à l'Université de Cocody, à l'Institut de géographie tropicale. C'est bien ça. Merci d'être sur notre plateau. Merci bien Madame. Alors, quelle est votre réaction après cet élément? Est-ce que la désertification prend des proportions inquiétantes en Côte d'Ivoire? En fait, je voudrais vous dire merci. La désertification en tant que telle, en tant que transformation des terres arides en terres désertiques, on ne peut pas dire que ça prend des proportions au niveau de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes quand même encore éloignés du désert. Mais ce qu'il y a lieu de voir au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est la dégradation des terres. Nous, on ne peut pas parler de désertification en Côte d'Ivoire, mais on peut parler de dégradation des terres. Or, la dégradation des terres, c'est l'une des dimensions de la Convention. Et en cela, donc, la Convention intéresse bel et bien la Côte d'Ivoire. Et c'est donc, on peut dire de bonne loi que la Côte d'Ivoire reçoive la Convention de cette année, c'est-à-dire la COP 15. Très bien. Alors, on est très flattés que ce soit la Côte d'Ivoire, mais si vous pourriez nous expliquer pourquoi le choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire? Ben, vous savez, en matière de ces choses-là, ça c'est le côté politique et diplomatique. Lorsque le choix se porte sur un pays, ça veut dire que certainement que ce pays-là a des atouts, soit au plan infrastructurel, pour pouvoir recevoir, parce que la COP, ça ne se réalise pas dans une maison de 2 pièces. C'est vraiment un grand espace
Et je crois que c'est parce que nous avons quand même les infrastructures pour pouvoir accueillir cette conférence que la Côte d'Ivoire s'est portée, on peut dire, candidate, voilà, pour recevoir la COP. Également, comme je le disais tout à l'heure, si la dimension désertique n'est peut-être pas encore à l'ordre du jour en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, mais la dimension dégradation des terres avec la transformation de nos forêts en terres de culture et parfois en terres dégradées, ça aussi c'est important et ça peut attirer l'attention aussi bien des pouvoirs publics que de l'opinion internationale. Puisqu'avant d'aller à la dégradation, à la désertification, il faut avoir des étapes. Et lorsque vous laissez vos terrains se dégrader, si vous n'y prenez pas attention, vous ne restaurez pas, vous ne corrigez pas, finalement, vous débouchez sur l'aridification et puis vous débouchez sur la désertification. Très bien. Alors, le Abidjan Legacy Programme, c'est un point focal, justement, de ce grand événement. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler amplement? Alors, quand vous prenez la COP 14, qui s'est tenue à New Delhi, en Inde, oui. Ce qui a fait le point focal de cet accord-là, c'était d'introduire le monde entier dans la neutralité en matière de dégradation des terres de 2018 à 2030. Ça a été donc une ambition partagée au niveau mondial. Aujourd'hui, nous venons en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire veut laisser comme trace, comme action fondamentale après la COP? Oui. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire veut partager? Donc la Côte d'Ivoire peut partager son ambition d'aboutir à un développement agricole durable, lequel développement tiendra compte des écosystèmes fragiles et de la dégradation des terres. Si donc cette ambition est partagée par les 197 pays, ça devient alors un programme planétaire, au moins sur les deux, je crois que ça doit être de maintenant à 2030. Oui. À partir de là, donc tous les pays s'intègrent dans cette dimension-là pour faire en sorte que dans chaque pays, nous ayons un développement agricole durable et dans ce développement-là, la protection de l'environnement, la lutte contre la dégradation des terres vont donc devenir des éléments centraux de cette nouvelle dimension de la protection de l'environnement. Alors, quand vous nous parlez d'agriculture durable, on semble connaître le terme, mais est-ce que vous pourriez nous développer l'agriculture durable? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne suis pas spécialiste de l'agriculture durable, mais une agriculture durable, comme la durabilité le dit, c'est une agriculture qui est fondée sur les trois piliers de la durabilité, à savoir le social, l'économique et l'environnemental. Ça veut dire que vous produisez pour satisfaire les besoins de la société tout en maintenant en équilibre les grands agrégats écosystémiques, de sorte que votre agriculture, 2 ans, 3 ans, 10 années après, ne périsse pas. Donc, vous répondez aux besoins de la société, mais vous mettez des articulations en place de telle sorte que ce besoin-là, vous puissiez répondre à ça de façon pérenne. C'est-à-dire, nous, on va répondre à notre besoin, les générations à venir vont répondre à leurs besoins au plan de l'exploitation agricole, parce qu'on aura intégré dans la production agricole des éléments d'équilibre entre le social, l'économique et l'environnemental. D'accord. Alors, ce programme s'adresse à la Côte d'Ivoire et puis aux autres pays qui ont à peu près les mêmes problèmes d'agriculture durable? Aujourd'hui, on peut dire que tous les pays du monde ont un problème d'agriculture, de développement agricole durable. Aujourd'hui, quand vous prenez la plupart du temps, tout ce que nous mangeons, c'est devenu chimique. Oui. Aujourd'hui, tout le monde court vers une agriculture biologique. Tout à fait. Ça veut dire qu'il faut pouvoir
maintenir la production en s'appuyant sur les éléments biologiques de la nature. À partir de cet instant-là, même les pays développés comme les pays sous-développés s'inscrivent dans les mêmes difficultés. Comment faire pour qu'on puisse produire de façon durable, tout en mettant, parce qu'au niveau de la société, il faut également maintenir la population en bonne santé. Tout à fait. Donc on ne provoque pas le développement pour aboutir à la mort, mais on fait le développement pour véritablement répondre aux besoins vitaux de la société. Donc sur cette base-là, c'est une préoccupation mondiale. D'accord. Tout le monde s'inscrit dans la nécessité d'aboutir à un développement agricole durable. Très bien. Alors, les différentes conventions ou propositions, si elles sont adoptées par les 197 pays, elles vont être appliquées sur la totalité des terres concernées. Oui, c'est-à-dire que dans chaque pays, on fait la mise en œuvre. C'est-à-dire que lorsque la Côte d'Ivoire fait passer ce programme, qui est un peu comme l'héritage de la COP, oui, et que les autres pays adoptent ce programme-là, ça devient un peu un programme pour lequel même de temps en temps, je crois, au niveau des Nations Unies, le président de la République rendra compte de l'évolution, de la mise en œuvre de ce programme-là. Donc, la Côte d'Ivoire mettra en place, en œuvre ce programme. Les autres pays également feront l'effort de mettre en œuvre ce programme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à New Delhi, lorsque l'objectif a été de s'inscrire dans la neutralité des dégradations des terres, oui, la Côte d'Ivoire également a développé ses cibles. C'est-à-dire qu'on a essayé de voir aujourd'hui à quel niveau de dégradation, à quel taux de dégradation nous sommes. Oui. Alors, la neutralité en matière de dégradation des terres voudrait dire que de 2018 à 2030, si vous ne pouvez pas restaurer vos terres, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas améliorer les terres, au moins restez au taux où vous êtes déjà. N'augmentez pas le taux. Je dis donc par exemple, si la Côte d'Ivoire est à 26% de taux de dégradation et que d'ici 2030, nous ne sommes pas capables de réduire ce taux-là, au moins, il ne faut pas l'augmenter. C'est ça la neutralité en matière de dégradation des terres. D'accord. Donc cet objectif-là, la Côte d'Ivoire essaie de mettre cet objectif en œuvre. Et j'espère que tous les autres pays également font l'effort de mettre cette ambition-là en œuvre. Donc, lorsque le Legacy programme sera adopté, chaque pays fera l'effort de mettre ça en œuvre. Très bien. Donc, les choses vont stagner ou elles vont s'améliorer? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est que la situation d'aujourd'hui, si vous prenez par exemple le thème de la COP, où on parle de terre, oui, vie et patrimoine, oui, et puis 2 points de la précarité, vous voyez, de la précarité à un avenir prospère. Prospère, oui. Ça veut dire que le monde entier a pris conscience de ce que dans les conditions actuelles, nos pratiques agricoles ne nous mettent pas à l'abri d'une précarité. Tout à fait. Or, le monde ne s'arrête pas à la génération actuelle. Donc, il faut faire en sorte que nous puissions satisfaire nos besoins. Et la terre qui est comme un patrimoine, qui est une source de vie pour nous tous, il faut pouvoir léguer cette terre-là aux générations futures, mais dans une perspective d'amélioration. Très bien. Voilà. Très bien. Alors ça, c'est l'enjeu principal de cette COP15. Maintenant, il y a des enjeux induits également. Et donc, parmi les enjeux induits, il y a des enjeux qu'on pourrait qualifier d'historiques. Alors, l'historique se combine avec les enjeux politiques, en ce sens que le fait que la Côte d'Ivoire puisse proposer une initiative qui puisse être adoptée par l'ensemble de la planète, c'est à la fois politique et historique. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'un pays se lève pour proposer quelque chose qui puisse être adopté par l'ensemble
des pays signataires d'une convention aussi importante que celle-ci. Oui. Donc, sur ce plan-là, c'est à la fois politique et à la fois historique. Oui. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai que nous attendons entre 5 000 et 10 000 participants. C'est vrai également qu'il y aura au moins 700 journalistes du monde entier. Alors, ce sont des mouvements importants. Et la Côte d'Ivoire va être sur la sellette pendant toute cette période-là, ce qui justifie un peu le côté historique d'être à la lumière pendant toute cette période-là. En fait, ça, c'est le côté diplomatique. D'accord. C'est-à-dire que se mettre véritablement en exergue, avoir le focus du monde branché sur toi, ça, c'est le côté diplomatique. Ça montre que la Côte d'Ivoire prend de la dimension, et une dimension internationale. Alors dites-nous, pour qu'on fasse la nuance, quel est le côté historique? Non, l'historique, comme je le disais tout à l'heure, c'est le fait que lorsque vous prenez une décision, Oui. qui reste dans l'histoire, c'est-à-dire que quand on va dire demain, on fait l'historique des COP, Oui. on verra que la COP 15, à cette COP 15-là, la Côte d'Ivoire a été initiatrice de Abidjan Legacy Programme. Oui. Et que ce programme-là a été adopté par 197 pays dans le monde. C'est historique, ça. Oui. Ça reste dans l'histoire. Oui. C'est ça l'aspect historique des choses. Très bien. C'est le fait de pouvoir implémenter le monde, de l'orienter sur un objectif et de faire partager cet objectif par le monde entier. C'est historique, ça. D'accord. Alors, c'est ce que l'on retient vraiment du côté historique, des enjeux historiques de cette COP 15. C'est que la convention soit adoptée. Et, d'accord. Maintenant, quand on parle maintenant du côté politique. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Non, parce que la nuance est sensible, hein, c'est pour ça. Ça veut dire que le fait que vous soyez désigné et que vous puissiez proposer quelque chose d'historique et que cela soit accepté par d'autres pays, c'est une pointe politique. D'accord. Si vous n'avez pas cette capacité politique de pouvoir faire accepter ce que vous proposez, ça ne passe pas. Donc, l'acceptation reste dans l'histoire, mais la capacité pour le pays de pouvoir faire adopter une telle initiative relève de la politique. D'accord. Très bien. Alors l'un induit l'autre, finalement. Voilà. C'est-à-dire que l'histoire, comme je le disais tout à l'heure, c'est le fait que l'acte est historique. Parce que ce n'est pas tous les jours que la Côte d'Ivoire propose des ambitions de ce genre-là. Donc, quand la Côte d'Ivoire propose et que c'est adopté, désormais, quand on va parler des objectifs qui ont été retenus dans l'historique des COP sur la désertification et la dégradation des terres, ce sera marqué là-dedans. Très bien. Mais le côté politique, comme je l'ai dit, c'est tout cet aspect qui vous amène à pouvoir convaincre les gens et à faire accepter votre initiative. Ça relève de la politique. Ça relève de la politique. Voilà. D'accord. Et maintenant, la diplomatie. Oui. Maintenant, c'est vraiment le fait qu'on soit sur la sellette pendant ces 2 années. Voilà. Parce qu'il faut bien comprendre que ça va au-delà de la période du 9 au 20 mai. Bien sûr, parce qu'en fait, bien avant l'événement qui va commencer le 9, pendant, après, la Côte d'Ivoire sera, si vous voulez, au centre de la diplomatie environnementale mondiale. C'est-à-dire tous les focus, en tout cas en matière de dégradation de terre, en matière de déforestation, en matière de désertification, sont pointés sur la Côte d'Ivoire. De plus, si l'initiative est adoptée pendant les années qui suivent là, la Côte d'Ivoire conduit cette politique-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aux Nations Unies, le président de la République de Côte d'Ivoire va faire le point aux Nations Unies. Ça, c'est de la diplomatie. C'est-à-dire que vous faites connaître votre pays, c'est vous qui permettez à votre pays d'avoir un aura international. D'accord.
Alors, si on fait un peu l'historique des COP précédentes, généralement, les résolutions, les propositions, elles sont en majorité adoptées? Ben, je peux dire les résolutions sont adoptées. Chaque pays, moi je pense que chaque pays fait l'effort de mettre en œuvre les résolutions qui sont prises. Et c'est le CRIC qui est en fait la structure chargée de la mise en œuvre de ces résolutions-là qui va faire le point à la COP. C'est-à-dire que le CRIC, à cette rencontre-là, va faire le point, comment est-ce que ça a été, qu'est-ce qui a été fait, dans quel pays ça a été fait. Donc, c'est parce que c'est un forum où vous partagez des expériences sur les bonnes pratiques culturelles, les bonnes pratiques agricoles. Mais quand vous avez consigné toutes ces choses-là, que vous avez arrêté quelque chose, il y a une structure qui suit la mise en œuvre, et c'est le CRIC. Et donc, le CRIC va faire le point pour voir si un certain nombre de pays ont pu mettre en œuvre. S'il y a des pays qui n'ont pas pu mettre en œuvre, quelles sont les difficultés? Et c'est à partir de là, on essaie de voir les solutions éventuelles qu'on peut porter pour que tous les pays mettent en œuvre ces différentes décisions-là. Très bien. Alors, nous allons à présent parler de cet enjeu que l'on peut qualifier d'enjeu financier. Déjà, quand on pense à l'état des lieux, d'un point de vue infrastructure, développement du réseau routier, hôtellerie, on réalise qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup d'efforts ont été établis, ont été faits dans ce sens-là. Et c'est une manne financière importante. 5 000, 10 000 personnes et qui vont dépenser les devises ici en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. En fait, par rapport aux infrastructures, ça, je mets ça dans le compte de l'action gouvernementale au quotidien. Maintenant, par rapport à la COP, les enjeux économiques, c'est que ça va provoquer le développement de certaines activités pendant la COP là et même après. Parce que si nous mettons en œuvre notre initiative, il va sans dire qu'en milieu agricole, il va y avoir de nouveaux acteurs pour mettre en œuvre cette politique-là. Oui. Donc ça va provoquer des emplois. Dans l'immédiat, le tourisme va être boosté. Parce que certainement que tous les hôteliers qui ont su que nous allons organiser la COP ont dû mettre la main à la pâte, certains même avec les moyens ont dû peut-être agrandir le nombre de chambres, augmenter le nombre de chambres, parce que ça va accueillir beaucoup de monde. Et tous ces gens, toutes ces personnes qui vont venir des pays étrangers, bien évidemment, il faut bien les loger. Et ce sont les hôtels. Également, au niveau financier, vous avez l'attraction des investisseurs. Il y a des groupes d'investisseurs qui investissent soit dans le développement durable, qui investissent soit dans la dégradation des terres, qui investissent soit dans la restauration des terres ou des forêts dégradées. Et tous ces investisseurs-là vont venir. Et pendant la COP, il y a ce qu'on appelle les side events, c'est-à-dire les événements parallèles. Et très souvent, au cours de ces événements parallèles-là, ces investisseurs-là provoquent des événements parallèles et quand vous y arrivez, ils discutent avec les pays pour voir ce qu'ils peuvent financer dans leur pays. Et donc, c'est véritablement un moment d'échange qui permettent aux pays qui ont peut-être moins de moyens d'avoir des gens pour financer leur programme de restauration, d'amélioration des terres. D'accord. Alors, après cet événement-là, c'est surtout l'aspect pourvoyeur d'emplois dans le monde agricole que l'on peut retenir comme emploi induit. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, et bien évidemment que lorsque le Legacy, le Abidjan Legacy Programme va être mis en œuvre, ça veut dire que parce que c'est un programme qui va impacter nos modes de production et nos modes de consommation. Ça veut dire que certainement, même au plan industriel, il va y avoir des transformations. Vous voyez? Au plan de la production, certainement que si tout est bien mis en œuvre, on ne produira plus de la manière dont nous produisons aujourd'hui. Donc il y aura donc à tous les niveaux
il y aura certainement des emplois induits à tous les niveaux. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, si je vous parlais d'enjeux stratégiques, Oui. quel serait cet enjeu-là? Alors, au niveau de la stratégie, qu'est-ce que notre pays, en tant que pays hôte, va assurer pendant 2 années, la gouvernance environnementale, en tout cas en matière de désertification et de dégradation des terres. Donc, va implémenter l'agenda dans ce sens-là. Va également, au niveau des initiatives en matière de protection des sols, en matière de lutte contre les pratiques, c'est-à-dire qui ne sont pas de bonnes pratiques agricoles. Donc, la lutte contre ces pratiques-là, la lutte contre, par exemple, la déforestation, la lutte contre le déboisement, tous ces aspects-là, la Côte d'Ivoire devient initiatrice de ces choses-là. Et donc, va en quelque sorte orienter l'agenda mondial en matière de préservation des écosystèmes forestiers, des choses comme ça. Donc, c'est extrêmement important. Au plan stratégique, c'est important. C'est important. Voilà, c'est très important. Très bien. Nous sommes déjà au terme de ce magazine. Quel serait votre mot de fin? Bien, en termes de mot de fin, moi, mon vœu, c'est que, au sortir de la COP 15, que la stratégie que nous voulons proposer soit adoptée et que pour un pays dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire, que tous les aspects de notre initiative soient mis en place, soient mis en œuvre. Si c'est mis en œuvre, si toutes les structures qui doivent intervenir sont mises en place, je suis sûr que le milieu agricole a suffisamment de capacités, c'est-à-dire que nos parents paysans ont suffisamment de réserves de capacités d'adaptation pour permettre à notre agriculture de subir une transformation profonde. Très bien. Et ça, c'est mon vœu comme étant l'héritage que la Côte d'Ivoire va laisser après la COP 15. La COP 15. Très bien, je vous remercie. Nous sommes au terme donc de ce magazine. Je vous rappelle, cet événement aura lieu du 9 au 20 mai prochain. Et bien évidemment, la RTI sera au cœur de cet événement et vous aurez notre compte-rendu quotidien. Et je vous rappelle le thème « Héritage d'un monde précaire vers un avenir prospère ». Merci d'avoir été là et bonsoir.